Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des HUG de Genève, donc les hôpitaux universitaires de Genève, qui sont du même type que l'hôpital universitaire de Didier Raoult à Marseille. Et je vais vous analyser, donc ils ont fait une espèce d'exposé de ce qu'ils ont fait pendant la vraie fausse pandémie Covid-19, et c'est très parlant. Entre nous soit dit, si j'étais quelqu'un qui avait de la famille, qui serait décédé suite au traitement qu'ils ont reçu au HUG, moi je déposerais plainte, parce que très visiblement, ces gens-là, ils ont essayé de traiter les gens au fameux Remdesivir, qui fait mourir les gens, qui les laisse, avec lesquels vous ne pouvez pas les soigner. Et visiblement, les médecins n'en ont rien eu à foutre, parce qu'ils sont tous, maintenant on commence à savoir, ils sont tous plus ou moins corrompus avec les labos Gilead. Donc, en fait, ils refusent l'utilisation de l'hydroxychloroquine qui soigne les gens, contrairement à tout ce que les médias, les médecins, les journalistes, toute cette merde achetée par la fenêtre, qui dit qu'il n'y a pas de traitement. Bien sûr qu'il y a un traitement, on le répète. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine soignent les gens, ils les sauvent, alors que les autres traitements utilisés par beaucoup d'hôpitaux occidentaux, comme le Remdesivir, etc., ça les laisse mourir, parce que ça ne soigne pas. Par contre, ça coûte une fortune, ça rapporte beaucoup de fric, et aux médecins et aux labos, comme Gilead, qui les commercialisent à des prix dingues. J'ai entendu des prix de plusieurs milliers de dollars, la boîte, je ne sais pas, mais j'entends entre 800 €, des milliers de dollars. Enfin, de toute façon, c'est hors de prix par rapport aux 15 € que coûte un traitement du professeur Raoult. C'est juste une escroquerie, c'est juste une horreur absolue. Alors voilà, je vais vous disséquer la conférence qu'a donnée, je ne sais pas, vous verrez le nom du professeur des HUG, qui est un plouc fini, c'est une espèce d'incompétent. Vous pourrez le comparer aux travaux fouillés du professeur Raoult. On connaît absolument tout en détail. Avec chez lui, on connaît rien en détail. Enfin, je vais vous disséquer tout ça. Le sujet de ma présentation aujourd'hui sera de revoir de manière non exhaustive une sorte de zigzag dans différentes problématiques fréquentes et de questions itératives que nous avons eues ces derniers mois. Et d'emblée, je vous dirais que pour certains d'entre elles, nous n'avons toujours pas de réponse. Alors voilà, comme je vous disais, le techno-blabla démarre. Donc, présentation du sieur Kaiser. On va suivre tout ça. Je ne vais pas vous passer tout ça parce que c'est totalement soporifique. C'est très peu d'intérêt, beaucoup, comme je dis, techno-blabla, sans intérêt au fond pour le public. La dernière fois que j'étais dans cet auditoire, c'était le 28 janvier 2020. Les distances sociales étaient un peu différentes, je dois le dire. Et puis j'avais commencé avec cette diapositive qui parlait éventuellement d'avoir un nouveau virus qui va émerger du monde animal. Et maintenant, je crois que ce qui est clair, c'est une certitude. En juin 2020, ce virus fait partie des virus qu'on doit considérer comme humains. Il est définitivement installé dans l'espèce humaine et ce n'est absolument plus une zoonose. On fait partie du 5e virus corona qui va infecter les humains ces prochains mois, ces prochaines années, ces prochaines décennies, sauf miracle qui est peu probable. On entend souvent dire qu'il faut se préparer pour la rentrée, une seconde vague au début de cet été. Alors j'aimerais d'emblée dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Je crois qu'il n'y a pas de rentrée, le virus circule toujours, il n'est pas sorti. Nous ne devons pas avoir de seconde vague. Cette idée de se préparer pour une seconde vague, c'est une préparation qu'on doit avoir immédiatement maintenant pour ne pas avoir de seconde vague. Alors vous avez entendu comme ce médecin est tordu. Alors comme il sait pertinemment qu'il n'y aura pas de seconde vague, parce qu'en fait ça n'existe pas dans les virus, il présente au début la quantité, les machins de virus et tout, ça vient des animaux, machin, pangolin, je l'emmerde, il n'y a pas de pangolin. Je vous rappelle juste une chose, parce qu'on ne le dit pas, mais il faut le répéter. Ceci a été préparé toute pièce dans des labos. C'était préparé toute pièce dans les labos. 3 prix Nobel de médecine ont prouvé que ceci n'est pas un virus naturel, mais en fait c'est un virus qui a été bricolé et mélangé au virus du sida. Donc je vous rappelle, professeur Montagnier,
qui est prix Nobel, hein, puis 2 autres prix Nobel ont confirmé que ceci n'est pas du tout un virus naturel, mais c'est une préparation de longue date pour créer le nouvel ordre mondial et nous imposer le gouvernement mondial dont il commence à parler. Hein. Donc vous avez remarqué que maintenant, il y a le chef de l'ONU qui est en train de dire que voilà, qu'il en appelle au gouvernement mondial et au Grand Reset. Et je vous rappelle, le Grand Reset est une idée aussi, entre autres, du World Economic Forum. On pourra aussi revenir sur le sujet. Donc à quoi ça servait tout ça? Ça servait à ça, entre autres, hein, il y a d'autres choses derrière. Hein. Imposition de la monnaie électronique, des crypto-monnaies, imposition de l'esclavage à la sauce Bill Gates. Enfin, ça sert à plein de choses préparées par les satanistes du nouvel ordre mondial. Donc ce monsieur nous dit, ouais, il va y avoir une seconde vague. Non, non, alors en fait, la seconde vague, en fait, elle est déjà là, parce que le virus n'est jamais parti, et avec ça qui nous emmerde, hein, nous emmerde. Si vous regardez un peu tous les gouvernements, si vous regardez comme moi, plusieurs chaînes dans plusieurs langues, vous verrez qu'il y a une orchestration parfaite des choses. C'est en même temps qu'on impose les mêmes choses. En même temps, par exemple, ils ont remercié le peuple d'avoir été si gentil, de s'être laissé enfermer, d'avoir accepté l'instauration de dictature, du fascisme, etc. Tout est en même temps, tout arrive en même temps, et ils disent tous en même temps les mêmes choses. Et ils parlent tous en même temps de la deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, que ça relève la tête et tout ça. J'aimerais juste vous rajouter un truc. Ils oublient de dire que voilà, alors ils ont constaté qu'il y a plus de séropositifs au virus, mais c'est normal parce que maintenant ils testent à fond. C'était l'idée aussi. Hein. Avant, il n'y avait pas de test et on ne testait pas. Maintenant que c'est fini, on va tester, on va découvrir quelque chose. Sans parler il va falloir parler de plein de sujets. Par exemple, qu'en Angleterre, il y a un magazine qui a dit qu'il existait des tests qui sont déjà positifs au départ. En plus, une fois, il faudrait que je vous mette aussi le président de Tanzanie qui est un homme intelligent. En Europe, il n'y a pas un intelligent comme ça parce qu'on a des vrais enculés qui nous dirigent. Et bien lui, il a été assez malin. Vous savez ce qu'il a fait? Il a testé des chèvres, il a testé papaye, un fruit, d'autres fruits, des lapins, tout ça, il les a testés et il s'est trouvé que la moitié des tests étaient positifs. Vous avez bien entendu? Papaye positive au Covid. Alors, il faudrait qu'ils nous expliquent ces gros crétins là, de médecins et de spécialistes et d'autres chercheurs et tous ces trucs. Hein, il faut qu'ils nous expliquent comment c'est possible. Et comment c'est possible que des tests arrivent déjà positifs. Je vous dis, c'est de l'orchestration. Le but, c'est de nous pourrir la vie, ce n'est rien d'autre, de nous déposséder de nos biens. Faites attention le peuple, hein, parce que c'est vous qui allez en être la victime, parce qu'il n'y a aucun risque, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun risque, ça n'existe pas cette pandémie, c'est rien, c'est une pandémie de malades du cerveau dans les médias qui font peur, hein, qui sont des terroristes, rien d'autre, qui terrorisent la population. Donc il n'y aura pas de seconde vague, là il est en train d'expliquer qu'il n'y aura pas de seconde vague parce qu'elle est déjà là. C'est des pourritures, je vous dis, ces médecins-là sont des pourritures, rien d'autre. Ces estimations nous ont permis également d'estimer la mortalité, le taux de mortalité associé à l'infection, et on arrive à des chiffres qui, sous un certain angle, justifient probablement une grande partie des décisions qui ont été prises ces derniers mois. On arrive à une mortalité pour Genève estimée sur la base de la séroprévalence du nombre de cas observés de la population de 0,64%. Alors, regardez bien ces chiffres. Hein. Donc, ils annoncent en fait 5039 cas pour 286 morts pour Genève. Donc, je vous rappelle, le canton de Genève, tout le canton, fait environ 500 000 habitants, d'accord ? Comparons ces chiffres aux chiffres du professeur Raoult à Marseille. Marseille, environ 900 000 habitants, d'accord? Donc, un chiffre, c'était sauf erreur, mois de juin. Le professeur Raoult a dit qu'il avait donc fait une étude sur 3737 cas qui sont passés chez lui, donc, hein. Sur 3737 cas, il a eu 19 morts. Vous avez entendu 19 morts. Plus de 10 fois moins. Ah oui, puis j'oublie de préciser, Marseille a 900 000 habitants contre 500 000 Genève, d'accord? Donc pour 900 000 habitants, hein, il a 19 morts.
Genève, pour 500 000 habitants, ils ont 286 morts. Alors, comparaison. Alors, cherchons à comprendre la raison de tout ça, n'est-ce pas? Le professeur Raoult, il a traité les gens avec le binôme hydroxychloroquine, azithromycine, d'accord? 19 morts pour tout ça. Genève, les grandes gueules, là, ceux qui ont tous des conflits d'intérêts avec Gilead et leur fameux remdesivir. Donc, ils ont traité ça au remdesivir et ils ont eu 286 morts, d'accord? Alors, cherchez pas l'erreur, le problème, il est bien à Genève chez ces malades mentaux. Mais c'est pour ça que je le dis, les gens qui ont eu de la famille, qui sont morts au HUG, d'accord, traités par ces espèces de charlatans, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ou bien je ne sais pas qui ils sont, mais en tout cas, sont des gens qui ne sont pas compétents, d'accord, ce sont des super incompétents. Donc ils ont eu tous ces morts-là, et puis après ça, bien sûr, on a dit en Suisse, oh, mais vous avez vu tous ces morts, évidemment, puisque les gens n'ont pas été traités. Ils ont refusé le traitement qui fonctionnait pour utiliser des non-traitements, pour des stupidités, pour du copinage. Je me rappelle encore que Madame Ray, la fille de l'ex-conseillère fédérale Calmiriev, vous savez, celle qui faisait de la politique à quatre pattes, hein, donc cette femme, la Ray, qui disait « Ah, mais hydroxychloroquine, c'est rien, c'est zéro ECG, on veut même pas faire d'essais cliniques, conal, rien du tout, vive le remdesivir, d'accord ?» Alors remdesivir, ouais, ça c'est juste pour faire crever les gens, c'est rien d'autre. Alors voilà, c'est ça ce genre de médecins qu'on a chez nous en Suisse, qui sont les super spécialistes invités par nos médias et par nos journalistes complètement crétins, des vrais trous du ceux-là aussi, d'accord? Alors sur la base de ces pics qui sont similaires à ceux de la grippe, certains disent que c'est comme une grippe, le Covid a tué comme une grippe. Il y a quand même un élément fondamental qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'a jamais confiné pour une grippe quand on voit arriver un pic de ce genre-là. Et donc s'il n'y avait rien eu, il est fort à parier que ce pic n'aurait fait qu'augmenter. Alors voilà un autre gros mensonge là, soi-disant le confinement qui n'était qu'un semi-confinement, n'aurait fait que du bien, et que sans ça, il y aurait beaucoup plus de gens touchés, de morts, etc. Ça, c'est un mensonge total et absolu. Ce putain de confinement ou de semi-confinement, on n'a fait qu'une chose, c'est de pourrir la vie des gens, et après foutre en l'air l'économie, ça n'a rien fait d'autre que ça. Il y a les médecins en France qui ont osé parler, comme le professeur Raoult ou le professeur Perron, qui ont dit que ça n'a servi strictement à rien du tout. Chez nous, on nous disait « Ah, mais ça c'est pour limiter la vague qui va submerger les hôpitaux. » Alors, une autre grosse foutaise. C'est sorti qu'au plus fort de cette soi-disant pandémie qui n'était qu'une grosse plaisanterie, eh ben, au plus fort, 40% des lits étaient occupés dans les hôpitaux. 40%. Et c'est tombé en début avril. Et tout ça, après ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les hôpitaux maintenant réclament 2,5 milliards à la Confédération, c'est-à-dire au peuple suisse, c'est-à-dire à nous, parce qu'ils n'ont rien pu faire à côté de cette foutaise, cette maladie mentale de soi-disant épidémie Covid. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Tout ça orchestré par Bill Gates, par Soros, par les Rothschild, toute cette merderie qui se prennent pour les maîtres du monde. Vous vous rendez compte de ça? Et puis à côté de ça, vous avez des soi-disant professeurs. Mais alors qu'est-ce qu'ils professent ces gens-là? Qui vont aller tout à fait dans ce sens. Ils sont touchés pour combien pour ça? Bon, c'est des gens qui sont payés à des demi-millions, voire plus par année. Mais à côté de ça, ils touchent quoi encore en plus? Qu'est-ce qu'on leur a encore donné en plus pour continuer, pour propager des mensonges pareils? Ça n'a servi strictement à rien du tout, à rien. Si ce n'est qu'à foutre en l'air l'économie, à faire peur aux gens, à créer une psychose. Voilà ce que ça a servi, à rien d'autre le reste. Tout ça, c'est qu'un ramassis de foutaises, et tous ces professeurs sont des guignols, Alors comment contrôler mieux? Maintenant, il y a des mesures à respecter, on ne va pas les énoncer ici. Il est clair que ces derniers jours et ces dernières semaines, on observe ce qu'on appelle trop communément des super spreaders qui disséminent l'infection éventuellement dans une discothèque ou autre. Voilà la suite ininterrompue des mensonges et des manipulations par ces crétins de professeurs des HUG, d'ailleurs sûrement aussi
hein, distanciation sociale. Ah bon, et pourquoi donc hein? Il n'y a aucun professeur, des vrais, qui sont des spécialistes, comme le professeur Raoult ou Perron, qui disent qu'il faut une distanciation sociale. Personne ne dit ça. Ça, c'est encore une connerie inventée par les maîtres du monde pour nous pourrir la vie, pour que rien ne puisse se vivre convenablement, puis que les gens pensent que leur voisin est leur ennemi et puis qu'il va les tuer par une soi-disant maladie. Mais allez vous faire foutre, vous les médecins. Vous êtes des pourritures, des vraies pourritures. Vous êtes juste bons à rien. Et puis les super contaminateurs, le professeur Raoult a expliqué, c'est une notion qui est sortie il y a quelques années, qui était une autre foutaise, qui n'existe pas. Mais prouvez une fois vos dires, prouvez-le. Prouvez que la distanciation sert à quelque chose. Vous n'annoncez que des conneries. C'est parce que vous êtes prof au SUG ou à l'Uni, à n'importe quoi, vous pouvez annoncer des choses. Mais c'est que des conneries. C'est contredit par les spécialistes. Alors vous n'êtes que des crétins qui êtes au service et de l'État, qui sont d'autres crétins qui sont au service d'autres de gens, comme je disais, des Bill Gates et compagnie, qui veulent venir avec leur putain de vaccin pour nous dire que c'est seulement si vous êtes vacciné que vous pourriez vous réunir. C'est des vraies saloperies de satanistes hein, qui manipulent les gens, qui veulent des gens, d'ailleurs, Bill Gates, je vous signale qu'il veut éliminer 90% de l'humanité parce qu'il les trouve qu'il y en a déjà trop de monde sur Terre, et les 10% d'autres, ils veulent les mettre en esclavage avec son brevet. Je vous rappelle le brevet, tapez-le sur Google, VWO 2020 06 06 et 06, et vous comprendrez où ils veulent en arriver. Alors la question se pose, est-ce que c'est cette espèce de professeur de merde? Est-ce que ce type, il sait à quoi il participe, ou c'est juste un idiot utile qui est persuadé que ce qu'il dit, ça rend service? Ça, à mon avis, c'est la seule et unique question qui reste ouverte. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que ces gens qui font ça, qui donnent dans la peur, qui traumatisent et qui terrorisent la population, au doctement ou pas doctement, hein, en mentant tout court ou en inventant des conneries, est-ce que ces gens-là font partie de la conspiration? Parce que c'est une conspiration, n'ayez pas, et moi j'ai pas peur, je m'en fous des mots. C'est une conspiration, parce que si c'est pas une conspiration, alors c'est quoi? Alors à ce moment-là, c'est la théorie des coïncidences, hein, la théorie des coïncidences. Donc c'est la conspiration contre la théorie des coïncidences, réfléchissez-y. Alors voilà, c'est ça qui est en train de se passer. J'aime mieux parler d'événements de super spreaders, qui en fait reflète plus le fait qu'on est dans un endroit confiné, dans un endroit à risque, plutôt qu'on a affaire à des individus qui se comporteraient comme des bombes biologiques. Donc il faut absolument éviter ces situations à risque. Pour ceci, on a mis en place des stratégies qui s'appellent tester, isoler, faire les quarantaines, tout ceci. Alors, maintenant qu'il n'y a plus de virus qui circule, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le professeur Raoult, hein, il n'y a plus rien qui circule. Alors maintenant, il faut tester et isoler. Hein, c'est maintenant qu'il faut commencer, c'est pas avant pour savoir s'il y a des malades à guérir. Non, non, c'est maintenant. Hein, maintenant, c'est gratuit. Hein. Comme ça, si jamais on trouve des gens qui ont été touchés, alors tac, alors ça va faire une vague, deuxième vague. Tout ça, c'est de la manipulation. Écoutez-moi bien, c'est de la manipulation, rien d'autre. Alors après, ils disent, oh, mais ça, c'est des gens, par exemple, dans les discothèques, qui sont confinés. Ah bon? Mais alors pourquoi les gens qui sont à l'extérieur, qui se promènent, on leur avait dit, non, non, il faut qu'ils se tiennent à distance, il ne faut pas qu'ils se promènent dans la forêt, au cas où un arbre leur sauterait contre avec le virus, et puis en dehors, il faut se tenir à 1,50 m, et les malades mentaux, et vous voulez prendre tout le monde pour des cons, alors vous allez avoir de la peine, hein. On n'est pas tous aussi cons que vous, hein. C'est pas parce que vous avez, vous et les journalistes et ceux qui dirigent des QI de mouches mortes, c'est qu'on est tous la même chose, pas du tout, hein. Il n'y a pas besoin d'être prof à l'Uni. Souvent, je pense que être prof à l'Uni, ça prouve qu'on a simplement été bien formaté dans une direction, et puis que simplement, ça ne nous empêche pas d'être complètement débiles, hein. Ça, c'est sûr. La preuve, elle est donnée là, hein. Tester, isoler, et surtout, alors maintenant, ils ont inventé la quarantaine. Alors, si jamais ne vous faites ni tester, ni isoler, n'entrez pas en quarantaine, et surtout ne dénoncez pas les autres. Pourquoi vous leur faites du mal? Et surtout, ne mettez pas votre app sur votre téléphone. Vous voulez quoi? Vous voulez avoir un flic dans le cerveau, ou bien avoir Koch dans le cerveau? Vous voulez quoi? Vous voulez être complètement soumis? Vous êtes quoi? Mais réfléchissez un peu.
Concernant les traitements, je ne vais pas parler des traitements aujourd'hui. Il y a des dizaines et des multiples études cliniques en cours. C'est très difficile d'y voir clair. L'incertitude persiste, en particulier lorsqu'on se réfère à des difficultés à avoir des études, et en particulier cet épisode impressionnant de 2 études importantes publiées dans les meilleurs journaux qui ont été rétractées récemment. Donc je vous proposerai uniquement de vous référer au meilleur site international que je connaisse concernant les références au traitement, guidé par Thomas Agoritsas, qui a fait un travail absolument phénoménal, aidé de toute une équipe et aussi en particulier de Marie-Céline Zanella, pour avoir un update de ce qui se passe concernant les traitements. Alors le voilà qui au bout de 33 minutes arrive à l'essentiel du sujet, c'est au traitement. Et soudainement, il veut noyer ça comme le poisson dans l'eau, c'est-à-dire qu'il dit « ouais, il y a de nombreuses voies, il y a des études, il y a tout ça, et puis il y a des études qui ont été rétractées, donc en fait on ne sait pas, lui sait pas, il sait rien. » Voilà le gros crétin de cette grosse merde. Il sait pertinemment que le traitement du professeur Raoult fonctionne très bien et que les traitements des HUG à base de remdesivir ne fonctionnaient pas. Et que les gens sont morts à cause de ça. Voilà pourquoi il veut passer là-dessous comme charge sur Brest. Alors je vous dis, ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui ont eu de la famille, qui ont eu des soucis de santé ou qui sont morts, attaquez ces gens-là, attaquez-les parce que c'est des pourris. C'est des pourris vendus qui sont là, prêts à nous dire que dans le futur, on va devoir se tenir à distance et tout ça, parce qu'on n'a pas de traitement, etc. Mais bien sûr qu'on a un traitement, bande de pourris, de menteurs des médias, de menteurs de médecins de Genève ou de Vaud ou d'ailleurs. Voilà, bien sûr qu'il y a un traitement et qui fonctionne. C'est le traitement du professeur Raoult. Alors, recherchez le traitement du professeur Raoult. Ne croyez pas ces saloperies qui travaillent souvent pour GIEAD, pour des labos qui sont des vendus et qui sont des manipulateurs, des salopards qui marchent dans une combine, qui marchent dans une conspiration mondiale. Ne les croyez surtout pas. Continuez de ne pas avoir peur, de vivre normalement et combattez-les pied à pied. Faites de la désobéissance civile. Retrouvez-vous, retrouvez le plus possible. Embrassez-vous, serrez-vous la main. Travaillez ensemble, soyez ensemble. Ne vous tenez pas à distance. Ne mettez pas de masque, ça ne sert à rien. C'est une autre connerie qu'ils inventent. Tout ça, c'est pour nous museler, pour nous faire taire. Ne les écoutez pas, n'acceptez rien, ne vivez pas sous cette dictature orwellienne. Hein. C'est une dictature orwellienne, c'est rien d'autre. C'est de la merde, d'accord? C'est de la merde. Notre Conseil fédéral, c'est de la merde. Nos politiciens, 80% ou 90%, c'est de la merde aussi. Nos médecins, ça vaut guère mieux. Alors maintenant, défendez-vous personnellement parce que le moment est venu à entrer en résistance. Vous savez, comme durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les collabos et puis il y avait les résistants. Alors réfléchissez bien parce qu'il y va de votre vie et de votre avenir aussi, hein, de tous. Hein. Et pour conclure, je vais vous mettre un extrait d'une vidéo du professeur Raoult qui fait le bilan après le traitement de 3737 patients qu'il a fait et qui a parfaitement bien réussi à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine et vous verrez que ça n'a strictement rien à voir avec les élucubrations de ce soi-disant professeur des HUG de Genève. Professeur Didier Raoult, qu'en êtes-vous concernant votre étude sur les patients traités à l'IHU pour un Covid-19? Bien, donc nous, comme vous le savez, on avait commencé une étude massive hein, sur les gens. Tous les gens qui voulaient tester étaient testés, ce qui nous a amené à faire le diagnostic d'à peu près 5000 personnes, dont ici 3700 personnes ont été traitées ici, à l'intérieur même de l'IHU, dont 3119 ont été traités avec hydroxychloroquine et azithromycine, avec une évolution qui a été très favorable à une des mortalités, ou la mortalité la plus basse du monde. Donc on a pu du coup à l'occasion comparer avec les autres régimes, les autres groupes, ceux qui n'avaient eu que l'hydroxychloroquine, ceux qui n'avaient que l'azithromycine, ceux qui n'avaient eu ni l'un ni l'autre pour un tas de raisons, soit parce que le médecin ne voulait pas, soit parce que le malade ne voulait pas, soit parce qu'il y avait une contre-indication, et montrer que
le traitement le plus efficace significativement était l'association d'hydroxychloroquine et azithromycine. Parmi tous ces patients, nous n'avons eu aucun trouble du rythme cardiaque. Il y a eu des milliers d'électrocardiogrammes qui ont été faits, validés par les cardiologues. Dans un certain nombre de cas, on a vu un allongement du QT qui nous a amené à arrêter le traitement par précaution. Mais à chaque fois qu'on avait des QT qui étaient bas au départ, les patients qui ont été traités en ambulatoire n'ont eu aucune conséquence de ça. Donc on peut déjà rassurer les gens. L'hydroxychloroquine n'a pas plus d'accidents cardiaques maintenant qu'avant. Moi, j'avais déjà traité 3000 personnes avec des posologies comparables pour d'autres maladies. Il y a, les rhumatologues ont fait une publication, je ne sais pas où elle est envoyée actuellement, avec plus de 900 000 personnes traitées par hydroxychloroquine sans aucune complication cardiaque visible. Donc il faut que cette histoire sur la toxicité qui avait pris carrément un tour délirant, burlesque, revienne à des niveaux raisonnables. Ensuite, nous on pense que l'association hydroxychloroquine plus azithromycine est efficace. Mais dans cette maladie, comme dans toute maladie nouvelle, il ne faut pas avoir l'arrogance de penser que l'on connaît la maladie avant de l'avoir étudiée, parce que ce n'est pas vrai. Donc ce tableau représente toutes nos données, toute notre banque de données qui représente un travail phénoménal. Ce n'est pas 5 personnes dans une officine qui ont fait ça. Il y a 300 médecins ou étudiants en médecine ou pharmaciens qui nous ont permis de voir les gens, de les tester, de recueillir les données, de les mettre dans une banque de données, de les analyser, de les corriger quand il y a des problèmes. Et donc on peut voir là-dedans qu'il y a un groupe des gens qui vont bien, au milieu duquel d'ailleurs il y a le traitement hydroxychloroquine, azithromycine. On voit qu'il y a un peu deux groupes de présentation des malades qui n'ont pas de fièvre mais qui ne sentent pas les odeurs, souvent des gens de moins de 50 ans. C'est le meilleur signe prédictif de la maladie. Donc chez les gens qui n'ont pas été testés, ceux qui se souviennent avoir eu une disparition de l'odorat pendant quelques jours, probablement, c'est une valeur prédictive. Ça prédit que vous avez fait cette infection dans 2/3 des cas. Donc c'est un bon moyen de le savoir a posteriori. Et puis il y a un autre groupe qui est sujet plus âgés, qui ont de la fièvre, de la toux, qui ont des difficultés à respirer, qui ceux-là ont une tendance à évoluer de manière beaucoup plus grave. Une des choses importantes que l'on a trouvées, c'est que bien que les gens n'aient pas d'essoufflement, dans un certain nombre de cas, ils ont des pneumonies, ils ont parfois des taux d'oxygène très bas, ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse, et ils peuvent commencer à être essoufflés juste quelques heures avant d'avoir besoin de réanimation, avant qu'il soit trop tard. Donc l'essoufflement est un mauvais critère d'orientation, c'est ce que je pense. A posteriori, on est d'accord avec nous-mêmes, on pense qu'il fallait tester tous les gens suspects, y compris ceux qui n'avaient pas d'essoufflement, parce que le fait de les traiter et de les prendre en charge, plus généralement que de les traiter, changeait profondément l'évolution et le risque d'arriver vers la réanimation. Donc ce qu'on voit là, c'est que quand on a un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que déjà on a déjà des troubles pour respirer, qu'on voit chez les gens qui ont en particulier plus de 65 ans, chez les gens qui ont des marqueurs anormaux dans le sang, le risque d'évolution vers la réanimation et vers la mort devient de plus en plus important. Mais globalement, si la prise en charge est correcte, ce sont surtout les sujets âgés qui meurent. En Europe, par exemple, sur un peu moins de 200 000 morts, il y a la moitié qui avait plus de 85 ans, d'accord, et 90% qui avaient plus de 65 ans. Donc ça reste une maladie des sujets très âgés. Après, la mort des sujets de moins de 65 ans, elle dépend beaucoup de l'environnement scientifique, médical et du délai de mise en place de la thérapeutique. Ce sera probablement un marqueur de l'efficacité des soins. C'est la proportion des gens de moins de 65 ans qui sont morts. Et sinon, globalement, c'est resté comme c'était imaginé depuis le départ, comme c'est souvent le cas pour les infections respiratoires, une maladie qui tue les sujets les plus âgés. Sur le plan du traitement, où en est-on ? Là aussi, c'est intéressant de voir des choses qu'on ne voyait pas. Et ce tableau, à ma connaissance, est le premier qui soit publié dans la littérature.
qui raconte ce qu'est l'histoire de la maladie depuis avant la rencontre avec le virus, la période pendant laquelle le virus se multiplie, et puis ensuite la première partie de la maladie dans laquelle c'est surtout les conséquences du virus, la deuxième partie de la maladie qui est la réponse notre réponse contre le virus. Comme dans pratiquement toutes les maladies virales aiguës, les signes cliniques sont surtout dus à notre réponse contre le virus. Et puis, chez un certain nombre de malades, cette réponse contre le virus devient trop forte. Certains appelaient ça la tempête des cytokines. Il n'y a pratiquement plus de virus. Et si ça continue, on rentre alors à ce moment-là dans la détresse respiratoire, où on est dans une phase de lésion, c'est-à-dire que les poumons sont détruits et il faut se substituer aux poumons pour pouvoir prolonger la vie des malades. Donc, en fonction du stade auquel on n'a pas besoin des mêmes molécules. Quand on est dans la prévention ou quand on est dans la première phase, il faut des médicaments qui aient une activité antivirale. Parce que empêcher la multiplication virale va permettre d'empêcher d'aller au stade suivant. Mais par exemple, on savait ça sur la grippe, on sait ça sur beaucoup d'infections virales. C'est au tout début dans les infections virales chroniques, comme le sida ou les hépatites. Mais c'est au tout début que l'on doit donner des antiviraux, parce que c'est à ce moment-là que c'est efficace. Ensuite, dans le moment où il y a à la fois les virus et la réaction inflammatoire, c'est bien d'avoir des médicaments anti-inflammatoires et des antiviraux. Il se trouve que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ont tous les deux un effet antiviral et un effet anti-inflammatoire qui est bien connu. Pour l'épisode purement antiviral, on l'a vu par exemple pour le remdesivir, les études qui ont été publiées, ce qu'elles prétendent, c'est qu'effectivement ça marche tôt, c'est-à-dire à l'époque purement virale, puisque c'est purement un antiviral, ça n'a pas d'effet anti-inflammatoire. Hein. Donc si ça marche, c'est à ce stade-là ou dans la prophylaxie. Ce qui n'est pas le cas à l'hydroxychloroquine, l'azithromycine qui peuvent marcher plus tard. Après, au moment de la phase vraiment très inflammatoire, peut-être que les médicaments spécifiquement anti-inflammatoires ont une activité, en tout cas les anticoagulants ont une activité, et à la phase 4, après la détresse respiratoire, ce qui marchait, la réanimation. Donc le fait de faire des protocoles thérapeutiques à ce stade-là était un non-sens. C'est la réanimation qui marche, c'est la qualité de la réanimation en fonction des endroits. La réanimation est plus ou moins de qualité. À Marseille, on a eu la chance d'avoir des gens qui sont très spécialisés dans la réanimation respiratoire avec des taux de mortalité très faibles. On est frappé de voir que nos taux de mortalité dans la réanimation sont plus faibles que les taux de mortalité qui sont présentés dans les essais thérapeutiques. Ce qui fait qu'on se demande qui c'est qu'ils ont inclus ou comment ils soignent les gens. Parce que nous, à 28 jours, elle est de 16%, la mortalité dans les réanimations chez nous. Et quand des gens présentent des essais thérapeutiques avec des mortalités de 27, 30%, on se demande ce qu'ils font aux malades ou comment ils les soignent, parce que c'est pas l'expérience qu'on en a. Donc, encore une fois, le soin, n'oubliez jamais, ça dépend beaucoup de la qualité du soin. Des médicaments qu'on donne et la qualité du soin. Et quand vous en êtes au stade de réanimation, c'est plus que la qualité des soins qui marche. Ça n'est plus les antiviraux, ni, je crois, les anti-inflammatoires. C'est la qualité du soin, la capacité à oxygéner les gens suffisamment longtemps sans qu'ils meurent des complications de réanimation. Et dans une des réanimations, je connais bien ici, l'âge moyen de la mortalité dans leur réanimation, c'est 75 ans. C'est-à-dire les exploits que les gens sont capables de faire, y compris chez des sujets âgés, qui dans certaines zones n'ont pas été du tout réanimés parce qu'on disait que c'était trop tard pour les réanimer. Donc la qualité du soin est une chose qui est essentielle, comme d'habitude. Donc c'est notre métier, c'est de faire ça, de diagnostiquer, de traiter le plus tôt possible, et ensuite d'apporter la qualité des soins la meilleure possible. Où en est-on de l'épidémie à Marseille et en France ? Encore une fois, les choses ailleurs, pour l'instant, les statistiques sont moins faites ailleurs sur l'épidémie que sur les morts, ce qui représente un délai quand même par rapport au moment où vous êtes infecté. Je crois qu'on est les seuls à surveiller les choses au temps du diagnostic. Et donc on a ici comparé la distribution des cas de ce nouveau coronavirus, et on a pu le comparer à la distribution des 4 autres coronavirus qui circulent tout le temps et qui ont circulé à Marseille. Ça, c'est des études faites sur plusieurs milliers de sérums à Marseille, milliers de prélèvements à Marseille,
pour regarder quelle est la distribution. Vous voyez, on a toujours cette distribution en cloche, avec quelques cas sporadiques. On ne sait pas ce que deviendra la distribution du coronavirus actuel. Est-ce qu'il prendra la même forme que les autres coronavirus? On verra, on ne sait rien. Est-ce qu'il y aura le fait qu'il y ait des cas sporadiques? Vous voyez, ça existe aussi dans les autres coronavirus, ça ne déclenche pas, le fait qu'il y ait des cas sporadiques ne redéclenche pas une courbe épidémique dans les autres coronavirus. Donc moi j'ai tendance à penser que ça plutôt, raisonnablement, ça devrait plutôt se passer comme les autres coronavirus, c'est-à-dire avec un pic épidémique, quelques cas sporadiques, et puis on verra ce qui se passera après. Bien sûr, personne n'est capable de prédire l'avenir. Il se peut que ce soit comme les autres coronavirus, qu'il y ait une autre, au moment de la saison hiverno-printanière, un nouveau pic épidémique. Il se peut qu'elle disparaisse, ça dépendra de la distribution dans la zone intertropicale et du fait qu'il existera ou non des gens qui seront porteurs chroniques. Une chose à surveiller de très près, c'est la Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande, bien sûr, est dans l'hémisphère sud. Elle a des conditions climatiques qui sont assez proches de celles de la France, dans l'hémisphère sud. Et s'il y a une épidémie en Nouvelle-Zélande, cet été, on peut redouter qu'il y ait le même type d'épidémie l'hiver prochain en France, parce que c'est comme ça que ça se passe pour la plupart des infections respiratoires. Merci beaucoup.